La meilleure expatriation en 3 étapes simples à reproduire facilement, avec notamment une étape ignorée par trop d'entrepreneurs. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Strategies. Avant de débuter, les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Tu trouveras également sur la chaîne beaucoup de contenu en lien avec l'expatriation, les stratégies d'expatriation, donc n'hésite pas à le consulter. Tu peux également nous rejoindre sur notre canal Discord, c'est entièrement offert, où tu pourras poser tes questions, échanger avec la communauté et échanger avec des personnes qui sont expatriées dans de nombreux pays. Également, dans la description et dans le commentaire mis en avant, tu trouveras le lien pour t'enregistrer à la conférence Préparer sa meilleure expatriation, 100% offert. Ça te prendra à peine 20 secondes pour t'inscrire, où nous irons plus en profondeur sur la structuration de ton expatriation, la sécurisation de cette dernière et l'obtention d'avantages exclusifs. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est entièrement offert. Pour entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais te partager ici la stratégie d'expatriation qui a été mise en place pour une cliente. C'était lors d'un coaching partenaire sur 3 mois où on accompagne la personne sur sa procédure d'expatriation et sur toutes les choses en lien avec l'expatriation. Et j'ai fait voir la vidéo avant de la publier pour avoir son accord, et d'en faire un cas pratique, et cela peut permettre à certains de se projeter. On va voir plusieurs points. On va voir la notion de détermination de ton besoin actuel, mais également futur. Déterminer ton niveau de mobilité et tes prérequis pour déterminer le meilleur pays, ainsi que déterminer surtout tes besoins futurs. Tu vas voir la puissance que tu n'as pas pris en compte et c'est l'étape que 99,9% des personnes qui s'expatrient réalisent, c'est qu'ils s'expatrient pour résoudre un problème court terme, pour résoudre un problème très généralement de fiscalité, alors qu'ils ne voient pas l'impact à long terme. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Déjà, dans la détermination de tes besoins immédiats, il va être nécessaire de savoir de quoi tu as besoin, parce que chaque entrepreneur est différent, chaque activité est différente. Certaines activités vont avoir besoin de certains outils, et cela est très important. Dans le cas de la personne citée, nous avions ces besoins immédiats. Nous avions une demande de fiscalité pro et perso pas supérieure à 30%. C'était ce qu'on appelle la tolérance à l'impôt. J'aime bien le dire, et on va voir qu'on est bien en dessous, mais c'est se dire, oui, je veux avoir un levier fiscal. La personne voulait également une résidence fiscale ne nécessitant pas 183 jours pour la maintenir, c'est-à-dire pas avoir besoin de passer 183 jours comme dans certains pays. Et facile à maintenir, ça veut dire facile à opposer en cas de problème. Par exemple, la résidence fiscale à Dubaï, tu as besoin d'être 183 jours. La règle des 90 jours, ça te donne un certificat de résidence dégradé. Et pour l'opposer, par exemple, notamment en France, tu ne peux pas opposer ta résidence fiscale puisqu'elle est excessivement fragile. Elle voulait un endroit où on peut passer du temps sans subir, c'est-à-dire pas aller s'enterrer dans un endroit, et notamment l'été, puisque elle a des prérequis professionnels qui lui nécessitent du déplacement. Et, également, elle veut de la sécurité, elle veut du calme, mais également de l'animation si les personnes souhaitent sortir, c'est-à-dire ne pas être dans un village qui est totalement mort. Et toujours agréable, c'est-à-dire d'avoir des services un peu exclusifs, un peu haut de gamme, d'avoir de bons restaurants, d'avoir de bons hôtels, d'avoir de bons services spa et d'avoir accès à tout ça. Également, elle avait besoin d'une juridiction qui permet des retours en France réguliers en avion ou en voiture pour des besoins professionnels, notamment de mai à septembre, qui lui imposent de devoir entrer de manière régulière. Elle veut une société locale versatile qui va permettre d'encaisser ses clients B2C. Donc, elle aura besoin de processeurs de paiement pour les processer, que ce soit Stripe, PayPal, et également des solutions alternatives qui deviennent intéressantes lorsque tu fais beaucoup de publicité, puisque lorsque tu as l'accès à ces processeurs de paiement, tu reçois l'argent de suite. Si tu as dépensé 30 000 euros de publicité, que tu encaisses sur Stripe, tu as dépensé sur une semaine 30 000 euros de publicité, tu animes ta conférence par exemple le dimanche soir, le temps d'encaissement et le temps d'encaissement sur Stripe et le temps que ça soit versé sur ton compte, cela peut prendre du temps. Tandis qu'avec ce genre de processeur de paiement, le mec il paye le dimanche soir, le lundi matin, tu as ton argent sur le compte, ce qui te permet d'être beaucoup moins short sur ta trésor. Donc voilà ces besoins immédiats. À partir de là, tu vas procéder, moi j'aime bien partir sur la liste quasiment complète des possibilités et exclure les pays
étape par étape. Par exemple, je vais te dire clairement dans cette stratégie quel pays avons-nous éliminé et également le critère ayant entraîné l'élimination. Le premier pays qui a été éliminé, c'est Dubaï, parce qu'il y a une fragilité de la résidence fiscale, il y a un besoin de 183 jours pour avoir un certificat de résidence fiscale non dégradé. Après, Dubaï remplissait la condition fiscale, remplissait la condition de pouvoir processer les paiements, était un peu plus difficile pour les retours réguliers, mais il y a des vols réguliers, c'est juste que le vol était plus long et que la personne cherchait également un endroit où elle passait l'été. Et donc, de passer l'été à Dubaï, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, tu pourras en convenir. Ensuite, il y avait la possibilité de l'île Maurice. L'île Maurice, elle a été exclue pour la distance pour les retours réguliers et le prix que cela engendre. Le critère temps de la résidence fiscale qui t'impose à passer la majorité du temps là-bas, plus de 180 jours, même si cela diminue un peu. Et également pour le manque de versatilité des sociétés locales qui t'obligent de passer avec des LLC, des LLP et d'être sur un montage très bancal, en soi. Ensuite, il y avait l'Espagne qui cochait des cases, mais un niveau d'imposition qui dépassait les 30%. La chaleur l'été, la personne ne cherchait pas forcément une chaleur caniculaire et trop de touristes. Donc elle disait, l'Espagne, ça aurait été bien si on cherchait une base pour le printemps, notamment. Andorre a été éliminé par le critère de temps imposé par le renouvellement du visa, la versatilité de la société qui t'empêche d'avoir accès au processeur de paiement, qui t'empêche d'avoir des comptes à Andorre. Tu n'as même pas accès au fintech à part Wise et encore quand ils acceptent. Et également au niveau de déplacement, parce que quand tu es en Andorre, si tu dois aller à Paris pour les rendez-vous réguliers qu'elle avait, il faut prendre la voiture jusqu'à Toulouse, 2 heures, arriver à l'aéroport, prendre un battement de 2 heures, donc plus le vol, plus arriver à Paris. Si tu es dans un pays à 15 minutes de l'aéroport, que tu pars et que tu prends l'avion, même si tu as 2h30 d'avion, tu y seras plus rapidement. Donc il y avait également ce côté-là et le côté un peu calme de l'Andorre. Pourquoi il est important de procéder par élimination? Parce que c'est le plus simple lorsque nous souhaitons définir notre pays d'expatriation de manière optimale. C'est de partir d'une liste très large avec des exemples concrets. Là, on était vraiment sur des critères très clairs. Et ensuite, tu prends chacun des pays pour décomposer et éliminer les pays. Donc, pour cela, il faut avoir conscience de l'ensemble des possibilités, il faut avoir conscience de l'ensemble des traitements, il faut avoir connaissance de l'ensemble des résidences fiscales et des critères de résidence fiscale également. C'est un peu la technique de l'entonnoir. Et si on a bien défini nos attentes, techniquement, on va se retrouver avec une liste très faible qui sera encore plus faible une fois qu'on l'aura passé au tamiseur, si on peut l'appeler comme ça, du dernier point que 99% des gens oublient. La deuxième étape, notamment lorsque tu veux te déplacer, lorsque tu veux voyager, c'est déterminer ton calendrier de déplacement. Ton calendrier de déplacement va te faire sortir des endroits où tu n'as pas envie d'être et des endroits où tu as besoin d'être. Je vais te l'expliquer très clairement, ça va être beaucoup plus clair. Lorsque tu vas vouloir une certaine mobilité, il va falloir déterminer une sorte de calendrier pour voir dans quel pays tu veux te trouver à tel moment. Et ainsi, arriver généralement sur un pays qui peut correspondre à un moment de l'année où tu n'as pas envie d'être dans les autres pays ou que tu as une obligation professionnelle, autre obligation dans le cadre d'une activité pro ou pour des besoins autres. Donc, tu prends un tableur Excel très simple, tu mets 12 entrées qui représentent les 12 mois de l'année et tu représentes les pays où tu veux aller généralement. Dans le cas des Émirats Arabes Unis, cette personne souhaite passer Noël et 1er de l'an, elle souhaite le passer aux Émirats Arabes Unis et passer 2 mois entiers là-bas. Donc, et elle veut surtout pas passer les mois de juin, juillet, août et septembre à Dubaï. Après, on a les petites cases grises qui peuvent correspondre en fait là où on pourrait y être. Tu vas voir que ça va se superposer parfaitement. En Indonésie, la personne aime aller à Bali, mais elle aime aller à Bali février, mars, avril. Alors, je ne sais pas s'il y a des températures particulières à Bali, je ne connais pas le temps, je ne peux que te partager son expérience. Et par contre, elle n'a pas envie d'y être en juin, juillet, tous les autres mois. Mais par contre, il y a
octobre et novembre qui sont disponibles et une partie de décembre dans le pire des cas. En France, elle a des obligations professionnelles en mai, juin, juillet, août, septembre qui vont lui imposer des déplacements très éphémères. Ça peut être un aller-retour dans la journée, au pire une nuit à l'hôtel, mais elle devra passer ce temps là-bas. Donc, il faudra qu'elle soit à proximité de la France à cette période de l'année. Et le reste du temps, ça va être du voyage. Elle aimerait voyager après l'exercice de cette activité professionnelle en septembre, octobre, décembre et rentrer sur Dubaï. Voilà son calendrier qui va, grosso modo, sélectionner. On doit être proche de la France et on voit les pays où on ne veut pas. Donc, techniquement, le pays d'expatriation qu'il va falloir déterminer pour elle par rapport à son besoin, c'est un pays où elle va être de mai à septembre, un pays qui va donc permettre d'avoir la résidence fiscale, même si on n'y passe pas 6 mois là-bas, qui permettent des retours intéressants, qui permettent également une fiscalité intéressante, et on part avec beaucoup moins de choix. L'exemple d'un pays qui n'est pas éliminé par le calendrier, je t'ai pris des exemples précédemment, je vais te prendre un exemple de pourquoi le pays n'est pas éliminé. Au lieu de prendre des exemples d'élimination, ici je vais t'expliquer pourquoi, lorsqu'on a fait ce tableau, on n'a pas procédé à une élimination. On n'a pas éliminé l'Estonie. Pourquoi on n'a pas éliminé l'Estonie? Parce que l'Estonie, soyons clairs, est un pays horrible à vivre l'hiver. Le soleil qui se couche à 15 heures, le froid, le vent, la neige. Cependant, l'été, il fait doux, les journées sont longues, les températures sont bonnes sans être forcément caniculaires. L'aéroport va te permettre de faire les allers-retours facilement et remplit pour l'instant les autres critères précédents de temps de présence, c'est-à-dire l'Estonie remplit le critère de on n'a pas besoin d'y être 6 mois, à condition bien évidemment de se structurer, attention à partir de ça. Ceux qui veulent le faire par eux-mêmes en faisant de la recherche Google, il y a plein de petites subtilités et généralement les subtilités se trouvent dans les bases juridiques qui sont payantes et dont ChatGPT n'a pas accès, je tiens à le préciser. Mais l'Estonie n'a pas été éliminée. La troisième étape, et la dernière, qui est notamment l'étape la plus souvent oubliée, c'est d'introduire tes besoins futurs. Comme je l'ai dit, une expatriation est généralement régie par l'émotion sur un instant T, sur un instant immédiat. En introduisant les besoins futurs dans l'équation, c'est-à-dire en ne mettant pas que l'émotion, mais en mettant également de la raison, il va être important de comprendre que l'expatriation, elle est généralement vue comme un excellent moyen de résoudre des problématiques court terme, que ce soit qualité de vie, même si ce n'est pas court terme, imposition, environnement. C'est-à-dire qu'on va prendre une solution radicale, changer de pays, s'installer dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne partage pas la culture, pour répondre à cette problématique d'imposition, de difficultés administratives, mais on oublie quelquefois nos besoins futurs. Et les besoins futurs sont, selon moi, et la personne y a totalement adhéré, et il s'est avéré que c'était vraiment parfait pour elle, parce que ça a vraiment fini de nettoyer la liste qu'on avait, c'est déjà la capacité de réinvestir les profits de ta boîte. Que ça soit de l'immobilier, que ça soit du rachat d'entreprise, que ça soit le développement d'entreprise ou que ça soit la prise de participation. Tu veux te servir de tes revenus de business pour te créer des actifs et pas seulement des flux de revenus. Donc, si une expatriation donne un levier fiscal, celui-ci ne doit pas être fait entièrement au détriment du levier bancaire, qui est un effet multiplicateur. Rappelle-toi, si tu empruntes avec 50% d'apport, tu fais un effet multiplicateur de 2. Si tu réduis ton imposition par 2, tu vas passer de 25% à 12,5% sur ta société. Tu vas gagner 12,5%. Donc, bien avoir conscience que le levier est un multiplicateur et que tu veux y avoir accès. Les besoins futurs ici, dans cet exemple, mais qui peuvent se rapprocher de beaucoup d'entrepreneurs, c'est la capacité d'investir et surtout de diversifier ses sources de revenus qui va être indispensable. Donc, on veut de l'accès au levier bancaire local et également international. Alors, ça, c'est quelque chose que les Français ont du mal à concevoir, mais qui est beaucoup moins présent dans d'autres pays. C'est que en France, on considère qu'une banque ne va jamais te financer à l'étranger, et c'est très rare qu'elle te finance à l'étranger ou vraiment avec des services dédiés. À l'étranger,
c'est très fréquent que les banques financent des opérations à l'étranger, même si tu n'es pas résident fiscal. Donc, grosso modo, tu vas financer à l'étranger, saisir des opportunités à l'étranger dans d'autres pays, ce qui te permet une grosse diversification. Tu vas pouvoir investir également localement, ce qui va te permettre de saisir des opportunités, mais tu vas pouvoir géodiversifier et pas uniquement investir dans un pays et donc limiter le risque d'exposition, notamment au risque politique, au risque de baisse, mais aller saisir de vraies opportunités. Dans des pays étrangers, c'est beaucoup plus fréquent. Les marchands de biens, s'il y en a qui regardent cette vidéo, ont l'habitude de se faire financer des opérations de marchands de biens en France par des banques étrangères, qu'elles soient portugaises, qu'elles soient belges, qu'elles soient luxembourgeoises ou quelquefois qu'elles soient d'Europe de l'Est. Donc c'est important de le préciser, en étant résident fiscal d'un pays, si tu as des banques qui te permettent de financer des opérations dans d'autres pays, tu peux investir au Portugal, tu peux investir en Suisse, tu peux investir en Grande-Bretagne, tu peux investir en Pologne, tu peux investir en Roumanie. Généralement, c'est en Europe. Tu peux, quelquefois, sous condition et avec de l'historique, aller en dehors de l'Europe. Donc c'est des choses qui sont importantes. Et tu peux avoir des banques, notamment en Europe de l'Est, qui vont pouvoir même te financer en Russie. Pas trop pour l'instant, mais à terme, on se projette sur du long terme. Donc, est-ce que la situation actuelle sera la même dans 4, 5, 10 ans? Également, et ça c'est indispensable, c'est un régime holding qui au début tu n'en as pas besoin, qui va te permettre une exonération des dividendes, qui va te permettre une exonération des plus-values sur le titre de participation si tu souhaites acquérir, développer ton activité en créant des actifs et tu vas vouloir une fiscalisation légère des dividendes sortants. Lorsqu'on prend tous ces critères et qu'on repasse la liste des pays à la moulinette, par exemple, c'est à ce niveau que l'Estonie a été éliminée. Et je vais te prendre un exemple suivant pour que tu le comprennes bien, c'est que on va prendre la personne qui prend des participations au travers de sa holding locale dans une société de Dubaï. Cette société à Dubaï va verser un dividende de 10 millions d'euros, donc on est sur des gros montants. Et la holding ensuite va verser 10 millions à la holding et ensuite la holding va verser 5 millions d'euros de dividendes à l'actionnaire personne physique. Calculons l'imposition, ce n'est pas moi qui l'ai fait, au moins comme ça on ne m'accusera pas de marketing. Montant reçu dans la holding 10 millions, retenue à source à Dubaï 0 euros, toujours prendre en compte les retenues à source. Impôt H1 0 euros, exonéré sous condition, on les remplit. Étape 2, dividende versé, c'est-à-dire tu sors l'argent de ta holding à titre personnel. Là, on sort 5 millions d'euros, gros montant, je pense que ça suffit. Impôt sur le dividende, 20%, 0, car exonéré. Les bénéfices étant déjà été soumis à l'impôt. Donc, non double imposition. Bam. Est-ce que fiscalement, sur 10 millions d'euros de dividendes que tu reçois dans ta holding et 5 millions que tu te verses, 0% d'imposition, est-ce que c'est trop selon toi? Si, par exemple, tu investis dans une SCI française et que tu investis en immobilier, imagine ta SCI te verse 200 000 euros de dividendes, retenue à source 0 euros en vertu du régime Murphy européen. J'ai dû lui rappeler à ChatGPT alors que c'est 4.0 ou 4.0, je ne sais pas comment on le dit. Montant net reçu par la holding 200 000 euros, dividende versé par la holding à l'actionnaire personne physique. On décide de verser 120 000 euros. Donc on laisse 80 000 euros sur le compte de la société. Impôt sur les dividendes pour l'actionnaire, 0. Donc, la personne reçoit à titre personnel 120 000 euros de dividendes, il lui restera 120 000 euros. Et pour autant, on n'est pas à Dubaï. D'où l'importance d'avoir une vision capitaliste et déjà se projeter dans l'opération d'après, puisque ton business actuellement va te permettre de prendre des participations qui vont te permettre de prendre des dividendes ou de le réinvestir. On voit clairement dans notre exemple qu'en choisissant bien, on va créer des actifs qui ramèneront des revenus du capital qui seront fiscalisés totalement différemment que les revenus issus du travail. Lorsque vous choisissez un pays, faites la différence taxation du revenu du travail, taxation du capital. En France, par exemple, le dividende, revenu du capital, on tient à le préciser, est moins taxé que le revenu du travail. Revenu du travail, tous les entrepreneurs en SAS se versent des dividendes parce qu'il y a moins d'imposition, parce que tu n'as pas l'impôt sur le revenu et tu n'as pas la cotisation sociale. Et pour créer des revenus du capital, il va falloir avoir un capital. Et pour avoir le capital, pour le créer, il va falloir avoir le levier bancaire, CQFD. Donc, si tu veux optimiser cette partie, tu dois conduire une optimisation capitaliste qui va te permettre d'optimiser tes revenus du travail,
qui va te permettre d'avoir accès à du levier, qui va te permettre de développer tes actifs et donc ton capital, et ensuite d'être dans les meilleures conditions possibles pour la perception de ces revenus d'actifs. Par exemple, à Dubaï, lorsque tu as des revenus d'actifs américains, tu tapes 30% de retenue à la source, que tu ne peux pas impacter ailleurs. Il faut y penser également. Le raisonnement par élimination, ici, techniquement, il arrive à son terme. Ici, le nombre de possibilités est excessivement faible car on va être sur une minorité de possibilités. Tu vas te retrouver peut-être avec 2, 3 pays, 4 pays. Dans l'exemple cité précédemment, nous sommes sur la juridiction H1 et on peut se projeter. On crée du capital, on le structure de manière optimale et le plus rapidement possible avec des sociétés opérationnelles sans avoir besoin d'avoir une société à l'étranger pour encaisser ses clients, genre une LLC américaine ou une LLP anglaise pour avoir accès au processeur de paiement. En ayant cette société opérationnelle, ça va nous donner accès à du financement. Avec ce financement, on va se créer du capital, qui soit immobilier, qui soit également sociétaire, c'est-à-dire tu vas prendre des participations dans un business, tu vas investir dans un business, tu vas lancer un nouveau projet, ça peut être, c'est la mode en ce moment, ça peut être un SaaS, toutes ces choses-là, il faut en tenir compte. Ensuite, une fois que tout ça est fait, tu pourras voyager où tu veux, t'installer où tu veux, comme tu le veux. Mais par contre, pour le faire, il n'y a pas 36 000 choix. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo avant de te recommander 2 contenus pour aller plus loin. Cette matrice par élimination et par introduction de besoins présents mais surtout futurs va te permettre de sélectionner de manière optimale ton pays par rapport à tes envies, tes besoins. Après, si tu souhaites être esclave, je le rappelle, Karl Marx caractérisait 2 types, les riches et les pauvres. Les riches, c'était la bourgeoisie qui possédait le capital et les pauvres, c'était ceux qui ne disposaient que de leur force de travail, tel un freelanceur qui encaisse 10 000 balles sur une plage à Bali au travers d'une LLC en encaissant sur Wise. Il est plus proche de l'esclave que du bourgeois. Retiens que si tu veux rentrer dans la première catégorie, donc de l'esclave, tu peux faire comme tout le monde qui n'a pas pris ces éléments en considération et qui le regrette quand leur business ne sortent plus autant qu'avant. Et attention, les business Internet, ça augmente très rapidement, ça baisse également très rapidement. Donc ta marge et ta fenêtre de tir est très faible. C'est très important de le comprendre. Pour aller plus loin, les 2 contenus que je vais te recommander, tu vas voir le comparatif des meilleures expatriations capitalistes, trop d'impôts à Dubaï, ça c'est pour le teasing. Et également, je vais te partager un vlog, un sacrifice n'est pas pénible et quelquefois, il faut savoir mettre les bonnes priorités. Est-ce que mettre une priorité à la création du capital pour être ensuite tranquille n'est pas plus important que profiter dès le départ et ensuite galérer un peu plus tard? Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. À très vite. N'hésite pas à lâcher un like et un pouce et un commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Ciao, ciao.